accord de Trump avec Pfizer. What the fuck? La négociation qui pourrait tuer la Big Pharma. Alors, on reçoit les messages, vous savez, les commentaires, les trucs, et je lisais, ouais, Trump, il a trahi encore parce que, regarde, il fait un accord avec Bourla et Big Pharma, etc., etc. Sauf que, ce que personne parle, en fait, c'est que c'était quoi exactement cet accord? Parce que c'était un accord humiliant pour Pfizer. Les Américains, avant cet accord, payaient les médicaments 2,5 fois plus cher qu'en Europe, en moyenne. Maintenant, avec cette négociation, ils les paieront moins cher qu'en Europe. Et donc, Trump, avec ça, il montre quelque chose. Il montre qu'il peut négocier avec la Big Pharma et que s'il met la pression nécessaire, il peut faire baisser les prix des médicaments qui sont chers. Il peut négocier, il montre carrément qu'il a la main sur la Big Pharma. Aujourd'hui, c'est lui qui est au-dessus dans la négociation. Quoi, et donc, ça veut dire qu'en tant que chef d'État, non chef d'État peut faire la même chose. Demander une réduction des prix des médicaments parce que trop de la sécurité sociale, parce que les gens n'ont plus les moyens ou n'ont pas les moyens ou les prix sont trop élevés, et ils peuvent le faire. Mais du coup, si Trump le fait, il négocie les prix vers le bas et que nos dirigeants ne le font pas, bah, ça veut dire que nos dirigeants pour maintenir les prix, pour les laisser faire ce qu'ils veulent. Donc, d'une certaine façon, cet accord à la fois humilie Pfizer et expose les accords entre États et Big Pharma qui se font en arrière-plan. C'est comme ça que moi je le perçois. Je le vois plus comme un coup de pression envers la Big Pharma et une soumission de Bourla que comme Trump a trahi je sais pas quoi parce qu'il est copain avec Bourla. Voilà. C'était mon point de vue. Voilà, ça évite de polariser encore plus la population concernant l'affaire. Genre, on est contre la pharmacologie, les médicaments, etc. Mais d'un autre côté, il enlève une grande partie de bénéfices à à Big Pharma, notamment en Pfizer. C'est de 50 à 85%, et les prix des médicaments, il doit baisser. Sachez que cette marge, elle servait à quoi? Elle servait à payer les lobbyistes, les politiciens, les médecins de plateau. Ça servait à faire du dumping dans d'autres pays européens, justement, pour promouvoir ces produits au détriment, par exemple, des laboratoires locaux, au détriment pour promouvoir les lois, par exemple, qui vont interdire les traitements naturels, tout ça, naturopathie. Tout ça, c'est extrêmement lié. Et si tu enlèves cette énergie au Big Pharma dont elle disposait pour influencer énormément les gens, qui c'est qui va encore faire la carpette pour eux s'ils sont pas payés? Voilà. Ou s'ils sont beaucoup moins payés. Qui c'est qui va prendre des risques pareils? Donc, au final, ça peut entraîner un effet boule de neige qui fera en sorte à ce que peut-être même que Big Pharma, qui a quand même des usines, qui a quand même des experts, etc., soit obligé, en définitive, ça, je polémique, hein, soit obligé de se tourner vers les médications à bas prix. Les médications à bas prix, c'est ça qui est le plus fou, c'est les choses qui sont abondantes, quoi, autour de nous, des choses naturelles. C'est juste qu'eux, ils peuvent les prendre, les mettre sous forme, etc., et proposer aux gens proprement, et toujours continuer à faire les bénéfices. Bref, les implications de ça, ils peuvent être énormes, mais moi, il me semble positif, en tout cas. Il y a différents éléments que moi je voudrais ajouter là sur ce sujet de conversation. Premier élément, c'est que non seulement il y a eu des négociations des prix à la baisse, mais il y a aussi une négociation pour obliger les entreprises pharmaceutiques, en tout cas fortement les inciter à venir produire des médicaments aux États-Unis. Donc ça, c'est un autre point à prendre en compte. D'un point de vue politique, Trump en ce moment avec on a un shutdown du gouvernement qu'on a brièvement mentionné, il y a les déploiements de la garde nationale et tout ça. En ce moment, l'ambiance politique aux États-Unis est très chaude. En faisant ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quelque chose qui va directement dans le sens de ses électeurs, en fait, de ses administrés. Parce que tu te mets dans la peau de quelqu'un, je mentionnais ça sur Twitter, d'un diabétique par exemple, qui a besoin de son insuline pour vivre. L'insuline coûte hyper cher. Là, d'un seul, le prix va être divisé par 3. C'est quelque chose de significatif qui vient impacter la vie de monsieur tout le monde, en fait. Et donc ça, c'est un élément aussi à prendre en compte. Autre élément qu'il faut prendre en compte, vous l'avez peut-être vu passer, Trump a tweeté un truc très bizarre, trouve socialé, un truc très bizarre cette semaine, une vidéo avec les medbeds. Vous avez entendu parler de ça? Et je me demande s'il n'y a pas un lien. Alors bon, il a viré cette vidéo et tout le monde a dit bon, il est en train de troller là, Trump, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait des blagues, voilà. C'est un petit peu dans son genre de politique. Peut-être qu'il y a autre chose à comprendre. Moi, peut-être que je pourrais comprendre, c'est de me dire, est-ce qu'on va pas avoir une nouvelle
une nouvelle pharmaceutique qui va arriver, peut-être une pharmaceutique au service des gens. Et c'est un petit peu la même analyse que je vous donnais la semaine dernière par rapport à Palantir, Facebook et compagnie. C'est-à-dire que admettons que voilà, aujourd'hui Big Pharma tout est acheté parce qu'ils nous vendent du poison, tout ce qui vient d'être mentionné avec les corruptions des politiques et du lobbying et tout ça. Tu peux détruire Big Pharma et le remplacer par quelque chose d'autre. Ok, donc dans ces cas-là, tu détruis beaucoup de valeurs financières et tu le remplaces par quelque chose qu'il faut reconstruire à nouveau. Donc ça demande beaucoup d'énergie pour faire ça. Ou alors tu vides la coquille de son purin, de son poison, hein, c'est-à-dire de Big Pharma actuel, et tu gardes cette même coquille avec ses outils industriels pour peut-être produire, c'est vraiment une hypothèse, hein, on verra si l'avenir me donne raison ou pas, mais peut-être produire des choses qui vont aller dans le sens de mieux se soigner, d'être en meilleure santé dans le futur. Donc moi c'est peut-être comme sous ça la direction de RFK. Voilà, sous la direction de RFK. Donc voilà, en tout cas, je suis assez d'accord pour dire que l'analyse un peu primaire qui consiste à dire oh là là, vous avez vu, il a pris Bourla, ça veut dire qu'il est vendu à Big Pharma, oh là là, quel camouflé pour toutes les victimes du Covid, qui effectivement sont nombreuses et qui effectivement ont peut-être pas interprété ça avec un très bon œil. Je pense qu'elle est un peu simpliste, cette vision des choses, et que comme souvent dans la politique de Trump, il y a autre chose à comprendre. Ouais, assisté par des bots d'ailleurs. Je l'ai pas mis dans l'article parce que je me suis dit, pardon Nico, mais justement, je l'ai pas mis dans l'article. Vas-y Nico, dis-le parce que... Oui, parce que moi tu sais, les États, les gouvernements, ils me font de plus en plus penser à des mafias et au final ce sont des mafias mais légales. Et tu sais, à chaque fois que tu es reçu à la Maison Blanche, c'est un peu comme l'histoire de Kadhafi avec Sarkozy. Tu sais pas si tu viens pour recevoir une frappe, une tape amicale sur le dos, tu vas fraternel, ou si tu vas recevoir le baiser de la mort, tu sais, de la mafia. C'est justement. Donc voilà, c'était un peu le cas avec Fauci. Je crois qu'on a parlé un peu de ça avant le live. C'était le cas avec Kadhafi. C'était le cas avec pas mal de gens qui étaient des bons amis, soi-disant, des gouvernements, qui étaient les dictateurs. Qui ont ensuite trouvé la mort dans des circonstances horribles parce apparemment ils ne plaisaient plus à leur patron. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'il y a des psyops en cours de diabolisation, de polarisation, etc. Et j'ai fait un petit test. Alors, je vais vous montrer en ordre chronologique. Donc, il y a Elon Musk qui a dit est-ce que l'algorithme commence à être mieux? Tu vois. Et donc, je partage le post parce que nous, on est shadow banné, c'est-à-dire qu'on n'apparaît pas dans le fil d'actualité de nos abonnés. Et donc, j'ai posté ça pour savoir est-ce qu'il va avoir plus d'interaction que les autres posts. Et en effet, là, on a une interaction plus ou moins normale pour un compte comme le nôtre qui a 100, je sais pas combien, 1000 personnes. 614 commentaires, 300 reposts, 2000 likes. OK? Ensuite, pour faire le test, est-ce que c'était parce que j'avais partagé un truc de masque ou est-ce que c'est vraiment l'algorithme qui a changé? J'ai fait un deuxième test, sauf que cette fois, j'ai pris une image. Donc, pas le lien. Comme ça, il ne reconnaissait pas que c'est un post d'Elon Musk. Et dans ce cas-là, on a eu la même chose. On a eu quand même un peu moins d'interactions, mais quand même beaucoup d'interactions qui sont beaucoup plus proches à quelque chose de normal pour notre compte. Un peu moins, mais quand même beaucoup. Et dans celui-là, dans les premiers commentaires, il y a eu ça. Il y a 2 personnes qui me répondent en anglais. Oui, je te vois dans mon fil d'actualité. Ça me rappelle quelque chose que David Smith X1 disait l'autre jour à propos des algorithmes et comment ils gèrent les images et les textes. Un autre commentaire un peu en dessous, toujours en anglais, qui dit « Oui, je le vois dans mon actualité, ça me rappelle de quelque chose que Norton Bleka disait à propos de comment l'algorithme gère différents types de posts. » Là, c'est un bot avec 2 comptes différents qui vient te dire la même chose en te sortant des synonymes et dans la mauvaise langue. Vous voyez les bots en action? Je veux dire, est-ce qu'il y a plus bot que ça? Oui, non, ça c'est évidemment un bot. Mais du coup, t'en tires quoi comme conclusion de ça? J'en tire que actuellement, c'est encore pourri de bots et que vous allez voir plus tard dans la soirée, il y a quelque chose qui a été fait à New York qui a permis de démanteler une partie de cette force de tir des bots. Okay? C'est une nouvelle qui est passée plus ou moins inaperçue, mais qui, à mes yeux, elle est très importante et qui pourrait être aussi à l'origine de l'appel des généraux américains.
Mais on verra ça tout à l'heure, justement. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a cette histoire de Trump avec la Big Pharma, avec l'autre là, Bourla, et les opérations psychologiques sont de sortie et les bots sont de sortie et ils vont chercher à dire Trump t'a trahi, Trump, blablabla, parce qu'ils veulent polariser, encore une fois. Bah, ça, c'est très juste, là, parce que une des interactions que j'ai eues sur Twitter cette semaine sur cette histoire de Bourla et compagnie. Alors, j'ai eu des gens qui sont venus et qui n'étaient pas d'accord avec moi, ce que je pense. Et j'ai remarqué qu'en fait, donc ça, c'était des vrais gens et c'était très courtois comme manière de parler. Et j'ai l'impression que ce soit, bon, dans notre petit écosystème, oui, c'est un message qu'on passe notre temps à rabâcher, mais même au-delà de ça, que je sais pas, peut-être un effet Charlie Kirk qui commence à être de plus en plus visible, en tout cas à mes yeux. Je sais pas si vous ressentez la même chose. Ou ok, on n'est pas d'accord. Bah ok, on n'est pas d'accord, mais on va en discuter calmement sans se balancer des tomates. Ouais, c'est ça, ouais. Et je trouve ça très positif. J'ai vu une autre vidéo là qui circulait là où t'as un journaliste qui parle avec des platistes. Ils sont toute une bande là et ils discutent de manière très posée, rationnelle, sans condescendance, sans mépris, sans jugement sur ce sujet-là. Tu pourrais dire du vrai journalisme en fait. Tu pourrais dire. C'est ça. Et faut admettre que les platistes, même si bon moi je ne souscris pas à cette théorie, ont un certain nombre d'arguments qui en tout cas s'entendent, s'écoutent et se discutent. Et donc voilà, bon, écoute, on peut que se féliciter que ça aille dans ce sens-là en fait. Donc c'est curieux parce que la réaction récente là de Macron, il était en Allemagne là et il a dit qu'il faut absolument censurer les réseaux sociaux. Il a dit sinon on va arriver l'antisémitisme, le terrorisme, le nazisme, etc. Donc il y a une énorme contrepartie, tu vois, d'un côté, ils améliorent l'algorithme, et de l'autre côté, tu vois que les pouvoirs européens, ils veulent absolument fermer, ils le disent ouvertement maintenant. Mais alors d'ailleurs, parce que j'ai fait une aparté, mais je suis pas allé sur mon idée générale. Donc dans ces discussions que j'ai eues avec les gens, un des arguments qui venait, c'est ouais, j'ai vu beaucoup de commentaires et la base de Trump et de RFK commence vraiment à s'effriter. Ce qui se passe avec Bourla, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui nécessiterait en fait beaucoup de gens appellent à la démission de RFK. Encore une fois, est-ce que c'est beaucoup de vrais gens ou est-ce que c'est 3 usines à bottes qui ont intérêt à faire valoir ce genre de point de vue? Et j'en sais rien, moi. Mais l'hypothèse, il faut quand même la prendre en compte avant d'en tirer des conclusions sur ce qui se passe vraiment dans la réalité parce que cette manipulation est omniprésente. Moi, tu sais, il y a un truc, je ne suis pas certain que les gens qui regardent, tout le monde a pris conscience de la gravité de ce qu'on a dit quand on a parlé de l'intelligence artificielle, des superordinateurs et de l'Internet. On avait fait tout un épisode sur la toile, pourquoi on appelle l'Internet la toile et c'est quoi l'araignée qui a fait cette toile et qui l'utilise pour détecter les proies, tu vois. Et c'est complètement sous-estimé parce que quand c'est pris en compte, je te dis que, tu sais, il y a beaucoup de prises de bec entre les réseaux sociaux, tu vois, entre des médias alternatifs. Une bonne partie de ces prises de bec, elle est provoquée par des commentaires, tu vois. C'est parce que il y a des personnes qui nous ont tiré dessus sur des choses qu'on n'a jamais dit et sur des choses qu'on n'a jamais fait, tu vois. Ou là, en ce moment, on est un peu genre ouais, vous avez changé à propos de Trump. Bah, justement, non, on n'a pas du tout changé, du tout. Et je peux le dire maintenant avec 100% de garantie. Et je vais vous le prouver un petit peu plus tard dans la soirée. C'est parce que beaucoup de personnes apprennent sur nous à travers des commentaires sur Internet qu'ils ont l'impression de nous connaître et de savoir ce qu'on fait. Et donc, encore une fois, l'opération psychologique, elle va à une profondeur qui dépasse notre compréhension. Et c'est pour ça que il y a plein de gens qui nous attaquent, ils ne savent même pas sur quoi, ce qu'ils nous attaquent pour, en fait, alors qu'on est du même camp. Et je suis là, genre, mais regarde nos émissions, bordel. Tu vois, on n'a jamais dit ça, on est plutôt d'accord avec ce que tu dis, si je ne comprends pas. Et il faut faire attention parce que ces psyops, elles sont réelles. Moi, personnellement, j'ai l'impression que une écrasante majorité des comptes sur X sont des bots. J'ai l'impression que sur ADNM, les commentaires que je vois, 7 commentaires sur 10, c'est des bots. Voilà. Et c'est pas mal, ouais. Parce que ce que tu soulèves, c'est exactement ce qui s'est passé là avec la mort de Charlie Kirk. Elle a soulevé un truc. En fait, si tu veux, tout le monde a commencé à s'interroger sur la légitimité en fait
globalement sur les assassinats politiques, sur les propos, sur le fait à quel point il était radical ou fanatique, Charlie Kirk. Et ce qu'il y a eu énormément de vidéos très très courtes, ou tout simplement des posts avec des citations de Charlie Kirk complètement sorties de leur contexte, qui montraient juste un petit passage et qui donnaient l'image inverse de ce que Charlie Kirk voulait dire par telle ou telle chose. Et il y a beaucoup de gens, donc du coup je les ai rencontrés dans la rue, j'ai fait un micro-trottoir sur Charlie Kirk, qui se sont fait une idée sur lui en se basant justement sur ces travaux de découpage. Un peu comme exactement ce qu'on fait à l'époque TF1 avec nos propos, tout ça, etc. Mais la résistance, entre guillemets, est ciblée par ce genre d'attaque aussi. Et c'est ça qu'ils ignorent. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de tribalisme qui se forme à travers des micro-communautés idéologiques, tu vois, de la résistance. En réalité, tout ça, c'est initié par des bots ou des personnes qui sont dans l'opération de manipulation. Et on a vu toutes ces choses-là quand on a parlé de framework disarm. On a vu littéralement les passages qui décrivent, qui disent prenez, essayez de créer la division, ensuite créer du tribalisme entre les partis pour les éloigner encore plus, ensuite lancez l'attaque envers l'autre en face. Et c'est là où tu commences à entendre oui, lui c'est opposition contrôlée, oui, lui c'est opposition contrôlée, blablabla. Tu vois, ça c'est des psyops. Tout ce qui dérange et qui n'est pas opération, c'est tout ce qui n'est pas opposition contrôlée, justement, est pointé du doigt par l'opposition contrôlée. Pour être opposition contrôlée, c'est littéralement écrit dans le framework disarm. Il y a un truc qui est un sujet annexe, pas directement relié, mais quand même relié. On parle beaucoup dans ce contexte-là de résistance d'une forme d'unité qui n'existe pas, en fait, et sur laquelle nous, on s'est déjà exprimé. Je suis pas vraiment sûr que ce soit une bonne idée d'avoir une unité totale sur tous les sujets, parce que, déjà, ça fait monopensée, et du coup, on est dans la même situation que ce qu'on était avant, ce qui n'est pas une bonne idée. Et en plus, quand t'as quelque chose de centralisé, c'est facile à le faire exploser, comme on a vu avec les gilets jaunes ou des choses comme ça, même si ça partait des bonnes intentions. Par contre, et c'est Memochi qui a fait un tweet qui allait dans ce sens-là, il y a une nouvelle dont on n'a pas parlé la semaine dernière, mais le compte YouTube, donc Google, de Trump a été réactivé. Remis en compte. Celui de Silvano Trotta et d'un certain nombre d'autres gens qui avaient été bannis aussi. Trump, lui, vous savez, avec son armée d'avocats. Non, pas les nôtres, mais on n'a pas fait la demande aussi, c'est pour ça. Si. On a fait la demande. Bien sûr que si, mais le jour même, j'ai fait la demande, ouais. Bon, écoute, on verra ce que ça donne. À mon avis, ils en ont quelques-unes, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, il y a eu 24, YouTube, donc Google, a été condamné à payer, je sais pas s'ils ont été condamnés ou si c'était un accord à l'amiable, mais bon, en gros, ils ont lâché un chèque de 24 millions de dollars à Trump. Moi, je veux bien. Ce serait pas mal. Et nous, c'est fois 10 parce qu'ils nous ont viré 10 chaînes, alors. 240 millions. Tu peux tenter le coup. Mais pour le coup, ça, ce serait une forme d'unité qui pourrait avoir un certain sens. Donc, c'était Momochi qui avait proposé cette idée, en tout cas, qu'il avait proposé en filigrane. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de s'unir sur ce qu'on pense, mais les gens qui sont dans cette signification, s'il y avait une action, par exemple, en justice, qui consisterait à dire, tous les gens en France qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils ont dit des vérités sur le Covid et qui se sont fait virer pour ça, se mettent ensemble avec un avocat et on va aller faire ce qu'il y a à faire. Ça pourrait être le genre d'unité derrière laquelle moi je pourrais me ranger. Donc je sais pas ce que vous en pensez, je voulais mentionner l'idée et saluer Momochi d'ailleurs. S'unir derrière une croyance, une pensée ou une idéologie, et peut conduire uniquement au désastre. On ne peut s'unir sur ce qu'on pense, on peut uniquement s'unir sur ce qu'on est. Et pour le faire de façon universelle, on doit s'unir sur ce qu'on est le plus haut et le tout premier, qui est des humains. Okay? On ne peut s'unir que derrière l'étiquette de l'être humain. Tout effort de s'unir en dessous d'autre chose crée la division et c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal et blablabla. Là, en l'occurrence, ce serait une union derrière une action. Tu vois, on peut aussi s'unir pour décider d'aller construire un mur. Tu vois, on peut aussi s'unir derrière l'idée de faire quelque chose. Ok, on n'est pas d'accord, on est tous différents. Et dans notre différence, on a un intérêt commun contre un bout de cette pieuvre là qui nous casse les pieds à minima depuis un certain temps. On s'unit pour essayer de leur faire une action en justice, de rétablir nos faits. Mais ce que je dis, c'est l'intention. La raison pour laquelle je m'unis avec les autres, ce n'est pas que pour cette cause ou que pour ce truc, c'est avant tout parce qu'on est des humains et qu'on a besoin les uns des autres, tu vois. Et fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. C'est-à-dire, c'est
l'intention. N'oublie pas, le live ce soir, ça s'appelle L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'unir derrière les mauvaises motivations et ça finit par à la destruction. Tu sais, il y a eu plein d'efforts de reprise de la résistance où tu as plein de médias alternatifs qui ont fleuri pendant le Covid, tu vois. Et il y a eu plein d'efforts. J'étais témoin parce que j'étais plus ou moins dans tous ces efforts-là. Et j'étais appelé de participer, tu vois. Des groupes Telegram, vas-y, on se forme, ah ouais, nous, on est la résistance, blabli, blabla, tati, tata. Et puis d'un coup, le groupe, hop, il y a 2 personnes qui décident, c'est eux les chefs, tu vois. Et du coup, à partir de là, ils disent, ouais, dans ce groupe-là, on n'accepte pas d'aborder tel ou tel sujet, etc. Et là, tu leur dis, ouais, ça va, je suis pas né hier, tu vois, donc allez voir ailleurs si j'y suis. Un mois plus tard, tu as un autre groupe qui se forme avec tous ceux qui sont sortis de l'autre groupe parce que machin, et puis après, la même histoire qui commence. Ça devient comme un parti politique, ouais. Il faut être conscient de ça. C'est ce que j'essaie de dire, c'est que la plupart de la division qui existe dans la résistance, elle est pour des raisons débiles qui n'existent pas. C'est juste parce qu'on est ignorant et on ne prend pas en compte la quantité d'efforts qui est là pour nous diviser. Et donc, si on cherche à s'unir derrière des petits groupes ou des idéologies ou des petites actions, des trucs comme ça, on sera inévitablement amené à échouer. Par contre, si on s'unit derrière la seule chose qu'on a en commun, qui est on est des humains, on est des êtres humains avec tout ce que ça implique, à partir de là, c'est ça la motivation principale. On va aider les frères et les sœurs et c'est par amour familial, de famille, qu'on va faire les choses. Ce n'est pas pour des objectifs X ou Y. C'est pour une cause supérieure, pour une raison supérieure. Et là, du coup, tu le fais avec sagesse et tu évites de tomber dans toutes sortes de pièges. Et donc, Framework Disarm, c'est l'ennemi de cette union-là, de cette chose-là, tu vois. Bref, on est parti complètement sur un autre sujet, là. J'ai l'impression de parler de faucisses cramées et de bourrelats, tu vois. Ouais, des bourrelets.